certains hommes s'effondrent sous le simple poids de la survie. Stéphane Cala, lui, portait ce fardeau depuis 6 ans. À 52 ans, il cumulait 3 petits boulots, et tout ce qui lui restait, c'était un épuisement infini et un fils qui ne répondait plus à ses appels. Puis une lettre est arrivée, annonçant un héritage. 20 €. C'est tout ce que cela valait, selon le notaire. Une propriété en ruine venant d'une parente qu'il n'avait jamais rencontrée. Stéphane fut à 2 doigts de l'ignorer, mais quelque chose, une intuition tenace, le poussa à faire le trajet. Ce qu'il allait découvrir à l'intérieur de ce bâtiment oublié prouverait que, parfois, la vie réserve ses plus grandes surprises à ceux qui n'attendent plus rien du tout. Un simple voyage vers une propriété sans valeur pouvait-il vraiment tout changer? Avant de replonger dans notre récit, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous de vous abonner, car demain, je vous ai réservé quelque chose de très spécial. Le réveil de Stéphane Cala sonna à 4h30 du matin, comme chaque jour depuis si longues années. Le son strident transperçait l'obscurité de son petit appartement de banlieue comme la lame d'un couteau. D'un geste machinal, il tendit le bras pour l'éteindre avant même que la deuxième sonnerie ne puisse retentir. Sa main trouva le téléphone sur la table de chevet et, l'espace d'un instant, le même instant suspendu qu'il vivait chaque matin, il vérifia l'écran, espérant y voir des messages qui n'y étaient pas. Rien de la part de Léo. Il se redressa lentement sur le lit, sentant le bas de son dos protester avec véhémence. 52 ans, et son corps tenait une comptabilité méticuleuse de chaque heure passée debout, de chaque carton soulevé, de chaque sol récuré. La douleur n'était plus aiguë, juste un bourdonnement sourd et constant qu'il avait appris à ignorer, de la même manière qu'on finit par ne plus entendre le bruit de la circulation sous sa fenêtre. L'appartement était si exigu qu'il pouvait en embrasser du regard tout l'espace depuis le bord de son lit. La kitchenette s'étirait le long d'un mur, la porte de la salle de bain était à sa gauche, et une unique fenêtre donnait sur le parking désert. Il vivait ici depuis 3 ans et n'avait toujours rien accroché au mur, à l'exception d'un calendrier promotionnel d'un magasin de bricolage et d'une seule photographie dans un cadre simple et bon marché. La photo montrait une version plus jeune de lui-même, le bras passé autour d'une femme aux yeux doux et au sourire chaleureux. Devant eux, un garçon d'environ 10 ans, tout sourire, affichait une dent manquante face à l'objectif. Ils étaient à la plage, tous les 3 rougis par le soleil et visiblement heureux. C'était il y a 15 ans, à une époque où les dimanches étaient synonymes de moments en famille, bien loin des week-ends passés à conduire des inconnus en tant que chauffeur VTC pour arrondir les fins de mois. Stéphane se leva et accomplit sa routine matinale avec l'efficacité mécanique de la répétition. Le café d'abord, un café soluble bon marché qu'il préparait dans une tasse avec de l'eau chauffée au micro-ondes. Il avait vendu la cafetière 2 ans plus tôt, lorsque la facture d'électricité était devenue trop élevée. Pendant que l'eau chauffait, il enfila son uniforme d'agent d'entretien, un pantalon bleu marine et une chemise assortie sur laquelle était brodé « Cala » en fil rouge au-dessus de la poche. L'uniforme sentait encore faiblement le produit nettoyant industriel qu'il utilisait dans l'immeuble de bureau du centre-ville. Il avait appris à ne plus remarquer cette odeur, tout comme il avait cessé de remarquer bien d'autres choses. On s'adapte ou on se brise. Et Stéphane Cala ne s'était pas encore brisé. Il but son café, debout près du comptoir de la cuisine, le regard fixé sur la pile de factures maintenue en place par une salière en céramique en forme de coque. Électricité, eau, Internet. Il gardait Internet en se disant que Léo pourrait lui envoyer un email, même si Léo ne le faisait jamais. Des relevés de cartes de crédit avec des soldes qui ne semblaient jamais diminuer, peu importe combien il remboursait. Des factures médicales datant de l'année dernière, quand il avait eu ce calcul rénal et avait dû se rendre aux urgences. Le calcul était simple et brutal. Son travail d'agent d'entretien payait le loyer. Le poste de nuit à l'entrepôt couvrait les charges et la nourriture. Le travail de chauffeur VTC le week-end servait à tout le reste, et il n'en restait jamais assez. Il faisait du surplace depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était que de nager. À 5h15, il était dehors, avec son thermos de café et un sac en papier contenant 2 sandwichs au jambon fromage qu'il avait préparé la veille. La voiture sur le parking, une vieille Renault 4, était plus âgée que Léo, sa carrosserie usée et rongée par la rouille au niveau des passages de roues. Elle démarra à la 3e tentative, le moteur tout sautant avant de se stabiliser dans un ralenti irrégulier. Les rues étaient vides à cette heure matinale. Stéphane conduisait dans la lumière grise de l'aube, longeant des vitrines fermées et des maisons sombres, passant devant le parc où il emmenait Léo jouer au foot.
Il ne se permettait plus de regarder le parc. Trop de souvenirs d'un petit garçon courant sur le terrain pendant que sa mère l'encourageait depuis les gradins et que Stéphane essayait de rentrer du travail à temps pour voir les dernières minutes du match. L'immeuble de bureau où il travaillait s'élevait sur 12 étages au cœur du centre-ville. Stéphane se gara sur le parking des employés à l'arrière et entra par l'entrée de service. Le bâtiment était silencieux, à l'exception du ronronnement du système de ventilation. Il aimait ces heures avant l'arrivée de quiconque, quand l'espace semblait lui appartenir. « Bonjour, Stéphane. » Jean-Pierre était déjà dans le local d'entretien, en train de charger son chariot. Il avait 68 ans, faisait ce travail depuis 40 ans et se déplaçait avec la lente délibération de quelqu'un qui connaissait les limites de son corps. Son visage était profondément ridé, mais ses yeux étaient vifs. Il avait pris Stéphane sous son aile quand celui-ci avait commencé, juste après la mort de sa femme. « Bonjour, Jean-Pierre. » Stéphane attrapa son propre chariot, vérifiant qu'il avait assez de sacs poubelles et de solutions nettoyantes. « Tu es là de bonne heure. Pas réussi à dormir. Je pensais à la visite de mes petits-enfants le mois prochain. » Jean-Pierre sourit. « Ma fille les amène de Lyon. Je ne les ai pas vus depuis Noël. » Stéphane sentit le pincement familier dans sa poitrine, mais garda une voix neutre. « C'est bien. Ça va être vraiment bien. » Ils travaillèrent dans un silence confortable pendant un moment, chacun s'occupant des tâches différentes. Stéphane commença au 7e, vidant les poubelles, essuyant les bureaux, passant l'aspirateur sur les moquettes. Les employés de bureau laissaient des traces de leur vie derrière eux, des photos de famille sur les bureaux, des dessins d'enfants scotchés aux parois des box, des tasses avec des blagues imprimées dessus. Stéphane se déplaçait au milieu de tout cela comme un fantôme. Présent mais invisible. À 7h30, il prit sa pause dans le local d'entretien, mangeant l'un de ses sandwichs debout. Son téléphone était posé sur l'étagère à côté de lui, l'écran noir. Il le prit et fit défiler ses contacts jusqu'à celui de Léo. Le dernier SMS qu'il avait envoyé datait de 3 semaines. « J'espère que tu vas bien. Papa. » Léo n'avait pas répondu. Son pouce survola le bouton d'appel, mais il n'appuya pas. Que dirait-il? Les mêmes choses qu'il disait toujours. Désolé de ne pas avoir été assez présent. Désolé d'avoir tant travaillé. Désolé de n'avoir pas pu réparer la tristesse qui s'était installée dans leur maison après la mort de Linda. Léo avait sa propre vie maintenant, son propre appartement à l'autre bout de la ville, sa propre façon de gérer le deuil qui n'incluait pas son père. Stéphane rangea le téléphone et termina son service. À 9h, il était à l'entrepôt, dans la zone industrielle de la ville. Sandrine, la superviseure de jour, était dans son bureau, plongée dans la paperasse. Elle leva les yeux quand Stéphane frappa au cadre de la porte. « Tu as l'air fatigué, dit-elle, sans méchanceté. » Sandrine avait la cinquantaine, une carrure solide, des cheveux gris coupés courts et une attitude pragmatique que Stéphane respectait. « Je suis toujours fatigué, » répondit Stéphane. « C'est quand la dernière fois que tu as pris un jour de congé? » Je ne me souviens plus. Sandrine secoua la tête. « Tu vas te tuer à la tâche, Kala. Et après? » Après, je me reposerai. Il essaya de faire sonner ça comme une blague, mais sa voix était plate. Son travail à l'entrepôt était simple. Recevoir les livraisons, vérifier les stocks, approvisionner les étagères. Un travail lourd, répétitif, le genre qui lui faisait mal aux épaules et lui donnait des crampes aux mains. Mais ça payait mieux que le nettoyage, et il avait besoin de chaque euro. À 14h, il termina et se rendit au Relais de Marie, un bistrot qui existait depuis plus longtemps que lui. Les banquettes en sky étaient rapiécées avec du ruban adhésif et l'air sentait toujours le café et la graisse de friture, mais la nourriture était bon marché et bonne, et Marie ne le pressait jamais. « Comme d'habitude » cria Marie depuis derrière le comptoir. « S'il te plaît. » Elle lui apporta un bœuf bourguignon et de la purée, un repas assez consistant pour le faire tenir jusqu'à sa prochaine pause. Il mangea lentement, faisant durer le plaisir, observant les autres clients. 2 ouvriers du bâtiment comparant leur téléphone. Une femme âgée lisant un roman de poche. Une jeune mère essayant de convaincre son bambin de manger ses légumes. Des gens normaux menant des vies normales. Stéphane se demandait parfois ce que cela faisait. Son téléphone vibra. Un instant, il crut follement que c'était Léo,
mais ce n'était qu'une notification pour un paiement de carte de crédit. Il coupa le son et retourna à son repas. À 17 h, il était de retour dans sa voiture, connecté à l'application VTC, attendant son premier passager. Le week-end, la conduite rapportait généralement bien. Des gens allant dîner, dans des bars, voire des amis. Stéphane les conduisait tous sans se plaindre. Faisait la conversation quand il le voulait, restait silencieux quand il ne le souhaitait pas. À minuit, il était de retour dans son appartement, les pieds endoloris, le dos en compote, l'esprit trop las pour autre chose que le sommeil. Demain, il recommencerait tout, et le jour d'après, et celui d'après. C'était sa vie maintenant. Ce serait tout ce qu'elle serait jamais. Il s'endormit quelques minutes après que sa tête eût touché l'oreiller, et il ne rêva pas. La lettre arriva un mardi, coincée entre une facture et une offre de crédit. Stéphane faillit la jeter avec le courrier publicitaire. L'enveloppe était de couleur crème, d'un papier plus épais que sa correspondance habituelle, avec une adresse d'expéditeur d'une étude de notaire dont il n'avait jamais entendu parler. Maître Dubois et associé, notaire. Il l'ouvrit, debout dans sa cuisine, portant encore son uniforme de l'entrepôt, l'odeur de poussière de carton et de cire à sol accrochée à ses vêtements. La lettre était brève et formelle. Cher Monsieur Cala, nous vous écrivons pour vous informer d'un héritage provenant de la succession de Madame Monique Cala, décédée. En tant que son seul parent de sang survivant, vous avez le droit de recevoir la propriété située au 1847 rue des Anciens Moulins, dans un village de la Creuse. Veuillez contacter notre étude à votre meilleure convenance pour organiser le transfert de propriété et discuter du règlement de la succession. Stéphane l'a lu 2 fois, puis une 3e fois. Monique Cala. Ce nom ne lui disait rien. Il ne l'avait jamais entendu prononcer, ne l'avait jamais vu écrit. Il essaya de la situer dans son arbre généalogique, une tante, peut-être une cousine de son père. Son père était mort quand Stéphane avait 19 ans, et il n'avait jamais beaucoup parlé de la famille élargie. Sa mère était décédée 5 ans avant. Il était fils unique, pour autant qu'il le sache, cela faisait de lui le dernier de la lignée. Il sortit son téléphone et appela le numéro indiqué sur le papier à en-tête. Une secrétaire répondit, professionnelle et distante, et le transféra à un certain maître Henri Dubois. « Ah, oui, monsieur Cala. » La voix du notaire était douce, exercée. « Merci d'avoir appelé. Je gère la succession de Madame Cala. Elle est décédée il y a 14 mois à l'âge de 91 ans. Vous êtes mentionné dans son testament comme son petit-neveu, bien qu'elle ait noté que vous ne vous étiez jamais rencontrés. »« Je ne comprends pas, » dit Stéphane. « Qui était-elle ? » ?»« Monique était la sœur de votre grand-père paternel. Elle ne s'est jamais mariée, n'a pas eu d'enfant. Selon mes dossiers, elle a perdu le contact avec la plupart de la famille dans les années 60. Elle a déménagé dans la Creuse pour poursuivre son travail et est restée très discrète. Stéphane fit le calcul mental. Son grand-père était mort avant sa naissance. Il se souvenait vaguement que son père avait mentionné une sœur qui était partie, mais cela n'avait jamais été discuté en détail. De quel genre de propriété s'agit-il ? Demanda Stéphane. Il y eut une pause et Stéphane entendit des papiers bruire. C'est un bâtiment commercial d'environ 400 mètres carrés, sur 2 étages, construit en 1923, utilisé comme une fabrique pendant la majeure partie de son histoire. Madame Cala en était la propriétaire exclusive. Pas d'hypothèque. Cependant, je dois être franc avec vous, monsieur Cala. Le bâtiment est dans un état de délabrement avancé. Il est vacant depuis plus de 30 ans. La structure a été jugée dangereuse par la commune. Nous l'avons fait expertiser pour la succession et sa valeur marchande actuelle est estimée à 20 €. 20 €? Oui. Le terrain lui-même a une valeur minimale. C'est une région en déclin. La plupart des usines ont fermé dans les années 80. Le bâtiment coûterait bien plus cher à démolir qu'il ne vaut. Madame Cala n'avait pas d'autres actifs. Ses économies ont été épuisées par les soins de fin de vie. Je suis tenu de vous informer de votre héritage, mais je vais être honnête. Vous n'êtes nullement obligé de l'accepter. Beaucoup de gens dans votre situation refusent simplement et laissent la propriété revenir à la commune. Stéphane regarda la lettre dans sa main. 20 €, un bâtiment sans valeur dans un village moribond, un héritage d'une femme qui avait été une étrangère. Je comprends, dit-il. Laissez-moi y réfléchir.
Bien sûr. Si vous décidez d'accepter, vous devrez signer quelques papiers. La propriété est située au 1847 rue des Anciens Moulins. Je peux vous envoyer les clés et l'acte de propriété si vous souhaitez l'inspecter, bien que je vous conseille la prudence. La structure est instable. Stéphane le remercia et mit fin à l'appel. Il posa la lettre sur le comptoir à côté de la pile de factures et resta là un long moment à la regarder. 20 €. Il faillit rire. Il s'épuisait au travail, et l'univers décidait de lui donner un héritage valant moins qu'1 heure de travail au salaire minimum. Cela ressemblait à une mauvaise blague, comme si la vie se moquait de lui personnellement. Le lendemain au travail, pendant sa pause, il en parla à Jean-Pierre. Ils étaient de nouveau dans le local d'entretien, Jean-Pierre assis sur un seau retourné, Stéphane appuyé contre le mur. Jean-Pierre écouta attentivement, hochant la tête pendant que Stéphane expliquait l'histoire de Monique, du bâtiment, de l'évaluation à 20 €. « Tu vas aller voir ?» demanda Jean-Pierre. « À quoi bon ? Le notaire a dit que ça tombait en ruine. C'est probablement dangereux ne serait-ce que d'y entrer. Peut-être. Mais c'est à toi. Où ça pourrait l'être ? » Jean-Pierre se gratta le menton, pensif. « C'est quand la dernière fois que quelqu'un t'a laissé quelque chose, Stéphane ? » Stéphane n'avait pas de réponse à cela. « Je dis juste, » continua Jean-Pierre, « on dirait que tu n'as rien à perdre à faire un tour là-bas. Jette un œil. Si c'est aussi mauvais qu'ils le disent, tu t'en vas. Mais s'il y a quelque chose, n'importe quoi, tu ne voudrais pas le savoir ? » Stéphane y pensa pendant le reste de son service. Il y pensa en approvisionnant les étagères à l'entrepôt. Il y pensa en conduisant des passagers en ville ce week-end-là. Son esprit revenait sans cesse à un détail. Monique avait gardé le bâtiment pendant 30 ans après qu'il ne soit plus utilisé. Pourquoi ? S'il ne valait rien, pourquoi ne pas le vendre, le démolir, le laisser partir ? Lundi, il appela l'étude du notaire et leur dit qu'il voulait les clés. Elles arrivèrent par coursier le mercredi. 2 clés sur un simple anneau, avec un acte de propriété imprimé sur papier officiel et un mot manuscrit de Maître Dubois, faites preuve d'une extrême prudence. Le bâtiment présente des dommages structurels. Non responsable des blessures subies lors de l'inspection. Stéphane tenait les clés dans sa paume. Elles étaient en vieux laiton, usées et lisses avec l'âge. Ce soir-là, il sortit son téléphone et chercha le village en Creuse. À 3 heures de route. Une petite commune qui avait prospéré à l'ère industrielle et était morte lentement à la fermeture des usines. La population était passée de 15 000 habitants en 1970 à un peu moins de 3 000 aujourd'hui. Les images en ligne montraient des rues principales vides, des vitrines barricadées, des maisons aux porches affaissés. Il pensa à sa conversation avec Léo toutes ces années auparavant. Son fils, en colère et en deuil, avait dit « Tu ne prends jamais de risques, papa. Tu acceptes juste ce que la vie te donne et tu travailles plus dur. C'est tout ce que tu sais faire ?» Stéphane avait essayé d'expliquer la responsabilité, le besoin de subvenir aux besoins de la famille, de faire ce qui devait être fait, mais Léo n'avait pas voulu l'entendre, et la distance entre eux n'avait fait que grandir. Peut-être que son fils avait raison. Peut-être que Stéphane avait passé tant de temps à simplement survivre qu'il avait oublié comment faire autre chose. Il regarda son planning de travail. Il devrait prendre un jour de congé à l'entrepôt, perdre une journée de salaire. Cela signifierait que le paiement de la carte de crédit serait en retard. Cela signifierait manger moins cher pour le reste du mois. Mais les mots de Jean-Pierre résonnaient dans son esprit. « Que as-tu à perdre ?» Le jeudi matin, Stéphane appela Sandrine et lui dit qu'il avait besoin de son vendredi. Elle resta silencieuse un moment, surprise. Stéphane ne demandait jamais de congé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, j'ai juste quelque chose à régler. »« D'accord, mais Stéphane, quoi que ce soit, j'espère que ça s'arrangera. » Vendredi matin, il emprunta la voiture de Jean-Pierre, la sienne ne ferait pas le voyage de manière fiable. Il prépara un thermos de café, les sandwichs qu'il avait fait la veille, et un sac de sport avec des outils de base, une lampe de poche, un pied de biche, un marteau, des gants de travail. La route le mena à travers des terres agricoles et de petites villes, longeant des champs d'automne et des relais routiers. Il n'écoutait rien, juste le bruit du moteur et ses propres pensées. Une partie de lui se sentait stupide. Une autre partie ressentait autre chose,
quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. De la curiosité, peut-être, ou de l'espoir, ou simplement le besoin désespéré de croire que quelque part, d'une manière ou d'une autre, la vie pourrait lui offrir autre chose que l'épuisement. 3 heures plus tard, il vit le panneau du village, fondé en 1889. Le village ressemblait aux photographies. Des rues vides, des façades délavées, un sentiment d'abandon qui flottait dans l'air comme du brouillard. Il suivit les indications jusqu'à la rue des Anciens Moulins, s'engagea dans une rue au bitume fissuré, bordée d'arbres nus. Et le voilà, le 1847 rue des Anciens Moulins. Le bâtiment était pire qu'il ne l'avait imaginé. De la brique rouge, 2 étages presque entièrement recouverts de lierre et de vignes grimpantes. Les fenêtres du rez-de-chaussée étaient brisées ou manquantes. L'entrée principale s'était partiellement effondrée, laissant un trou béant comme une dent manquante. Le toit s'affaissait au milieu. Stéphane resta assis dans la voiture, moteur tournant, à le regarder. C'était son héritage. 20 € de rien du tout. Il coupa le moteur et attrapa ses outils. Stéphane fit le tour du bâtiment lentement, ses bottes craquant sur le verre brisé et les feuilles mortes. La structure semblait encore pire de près. Des fissures en toile d'araignée parcouraient la façade en briques. Des pans de mortier s'étaient entièrement effrités, laissant des interstices où les intempéries s'étaient infiltrées. L'odeur de moisie et de pourriture flottait lourdement dans l'air. Il testa d'abord l'entrée principale, mais la section effondrée la rendait impraticable. Des poutres en bois avaient cédé, entraînant une partie du 2e étage avec elles. Il pouvait voir à travers le trou dans l'obscurité, mais il n'y avait aucun moyen sûr de passer. En contournant le côté, il trouva une porte plus petite, en métal et rouillée, mais toujours intacte. Un lourd cadenas la maintenait fermée, le cadenas lui-même orange de corrosion. Stéphane sortit le pied de biche de son sac et glissa le bord sous le moraillon du cadenas. Les vis qui le fixaient au cadre de la porte étaient rongées par la rouille. Avec une pression constante, elles s'arrachèrent, et tout l'assemblage se détacha. La porte s'ouvrit dans un grincement de métal sur métal. Stéphane alluma sa lampe de poche et entra. Le faisceau traversa l'air chargé de poussière, illuminant un espace qui avait autrefois été un atelier. De longs établis en bois longeaient les murs, leur surface marquée par des décennies d'utilisation. De vieilles machines se tenaient silencieuses et immobiles, une perceuse à colonnes, un tour, des équipements dont Stéphane ne pouvait identifier la fonction. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et de fientes d'oiseaux. Le sol était jonché de débris, de verres brisés, de morceaux de plâtre tombés du plafond, de bouts de bois pourris. Il se déplaça avec précaution, testant chaque pas avant d'y mettre tout son poids. Les lattes du plancher gémirent mais tinrent bon. Le faisceau de sa lampe de poche parcourut l'espace, captant des détails. Des râteliers à outils sur les murs, vides maintenant, à l'exception de quelques clés rouillées. Un panneau perforé avec les ombres des outils manquants encore visibles dans la poussière. Un calendrier de 1987 accroché de travers sur le mur du fond. Quelqu'un avait travaillé ici, construit des choses ici. L'espace avait une histoire que Stéphane pouvait presque sentir, comme si le bâtiment se souvenait de ce qu'il avait été avant l'abandon. Près du fond, il trouva une pointeuse en métal fixée au mur, du genre que les ouvriers utilisaient pour pointer à l'arrivée et au départ. Quelques fiches de pointage pendaient encore dans leur fente, les noms effacés mais partiellement lisibles. J. Morrison, K. Chen. Des gens qui avaient gagné leur vie ici, qui avaient pointé matin après matin, tout comme Stéphane le faisait maintenant. Il ramassa une gamelle en métal sur l'un des établis, sa surface tachetée de rouille. Quelqu'un avait porté ça au travail tous les jours, s'était assis à cet établi, mangeant des sandwichs, tout comme ceux que Stéphane avait apportés avec lui. La connexion semblait personnelle, immédiate. Son téléphone sonna, le son discordant dans le silence. Stéphane le sortit de sa poche et regarda l'écran. Son cœur fit un bond. Léo. Le nom de son fils brillait sur l'écran. Le premier appel en 2 ans. La main de Stéphane tremblait légèrement alors qu'il répondait. Léo. Salut, papa. La voix était plus âgée, plus profonde que dans le souvenir de Stéphane, mais c'était indubitablement celle de son fils. Ça fait du bien de t'entendre. Stéphane garda une voix stable, essayant de ne pas paraître trop empressé, trop désespéré. Ouais, désolé que ça ait pris si longtemps. Une pause gênée. J'avais l'intention d'appeler. C'est pas grave.
Je comprends. Stéphane comprenait, même si ça faisait mal. Comment vas-tu? Je vais bien. En fait, c'est pour ça que j'appelle. Une autre pause, plus longue cette fois. Je vais me marier. Les mots frappèrent Stéphane comme un coup. Son fils allait se marier. Léo avait trouvé quelqu'un, construit une vie, atteint cette étape importante, et Stéphane avait tout manqué. C'est merveilleux, dit Stéphane, et il le pensait malgré la douleur dans sa poitrine. Félicitations. Quand? Au printemps prochain, en avril. La voix de Léo s'adoucit légèrement. Elle s'appelle Chloé. On est ensemble depuis 3 ans. 3 ans. Léo était avec quelqu'un depuis 3 ans, et Stéphane ne le savait pas, n'en avait pas fait partie. La distance entre lui parut soudain immense, infranchissable. Je suis heureux pour toi, dit Stéphane. Vraiment heureux. Merci. Léo s'éclaircit la gorge. Alors, je voulais te demander, est-ce que tu voudrais venir au mariage? Stéphane ferma les yeux. Bien sûr que je viendrai. Je serais honoré. D'accord, bien. Léo semblait soulagé, mais aussi incertain. Je n'étais pas sûr que tu voudrais, après tout, Léo, j'ai toujours voulu faire partie de ta vie. Ça n'a jamais changé. Je sais. J'avais juste besoin de temps, je suppose. Après la mort de maman, tout semblait faux. Être avec toi me la rappelait, et ça faisait trop mal. Je comprends ça aussi. Ils restèrent silencieux un moment. Le silence était rempli d'années de mots non dits, de deuils non résolus, d'occasions manquées. Tu es où? Demanda Léo. On dirait qu'il y a de l'écho. Stéphane regarda autour de lui l'atelier abandonné, la poussière, la décrépitude et l'histoire oubliée. Je suis dans un vieux bâtiment. J'ai reçu une lettre pour un héritage. Je suis venu voir. Un héritage de qui? D'une parente que je n'ai jamais connue. Ce n'est rien, vraiment. Juste un bâtiment qui vaut environ 20 €. Stéphane essaya de le dire sur un ton léger, dédaigneux. Tu as fait de la route pour voir un bâtiment qui vaut 20 €? Ouais. Ben, j'avais un jour de congé. Je me suis dit que j'allais jeter un œil. Léo resta de nouveau silencieux et Stéphane se demanda à quoi il pensait. Finalement, son fils dit, ça ne te ressemble pas. Prendre un jour de congé pour courir après quelque chose d'incertain. Peut-être que je change. Stéphane n'avait pas l'intention de le dire, mais les mots sortirent quand même. C'est peut-être une bonne chose. La voix de Léo portait quelque chose que Stéphane n'avait pas entendu depuis des années. Pas de la chaleur, exactement, mais pas de la froideur non plus. Une ouverture, peut-être, une possibilité. Ils parlèrent encore quelques minutes. Léo lui parla de Chloé, de son travail d'enseignante, du petit mariage qu'il prévoyait. Stéphane écouta, posa des questions, essayant de paraître encourageant sans être indiscret. Quand l'appel se termina, Stéphane resta debout dans le bâtiment vide, le téléphone toujours à la main, sentant quelque chose bouger en lui. Son fils allait se marier. Léo voulait qu'il soit là. Après 2 ans de silence, une porte s'était légèrement entr'ouverte. Il pensa à l'héritage de 20 €, au fait d'avoir conduit 3 heures pour voir un bâtiment sans valeur. Il pensa à ce que Léo avait dit, que cela ne lui ressemblait pas. Peut-être que son fils avait raison. Peut-être qu'il avait passé tant de temps à travailler, tant de temps à simplement traverser chaque journée, qu'il avait oublié comment faire autre chose. Et peut-être que c'était en partie pour cela que Léo s'était éloigné. Pas seulement le deuil de sa mère, mais le fait de voir son père disparaître dans le travail, dans l'épuisement, dans une vie sans place pour autre chose que la survie. Stéphane regarda de nouveau l'atelier. Quelqu'un avait construit des choses ici, créé des choses, avait eu un but au-delà du simple fait de finir la journée. Il repéra un escalier au fond de la pièce, à moitié caché derrière une section effondrée du plafond. Le bois semblait pourri, dangereux, mais le faisceau de sa lampe de poche capta quelque chose derrière. Une autre porte, en métal comme celle par laquelle il était entré. Stéphane se déplaça prudemment à travers les débris, testant chaque pas. L'escalier grinça, mais supporta son poids. En haut, le 2e étage s'ouvrait sur ce qui avait dû être un bureau. Un bureau était plaqué contre un mur, sa surface gondolée et fissurée. Des classeurs étaient ouverts,
leur tiroir vide. Les dégâts des eaux avaient détruit la majeure partie du plafond, laissant des poutres apparentes et de l'isolant pendant comme de la mousse grise. Mais dans le coin du fond, il trouva quelque chose de différent. Une autre porte. En métal lourd, différente de tout le reste du bâtiment. Et dessus, peint au pochoir en lettres blanches délavées, privé, M. Cala. L'espace privé de Monique. Stéphane essaya la poignée. Verrouillée. Il sortit les clés de sa poche, celles que le notaire avait envoyées, et essaya la première. Elle n'entrait pas. La seconde clé glissa en douceur. La serrure tourna avec un déclic solide qui résonna dans l'espace vide. Stéphane resta là un instant, la main sur la porte, se demandant ce que Monique avait gardé enfermé pendant toutes ces années, ce qui avait été assez important pour être scellé derrière du métal pendant que le reste du bâtiment s'effondrait autour. Il poussa la porte. L'air à l'intérieur était différent, sec, immobile, comme si la pièce avait été coupée du temps. Le faisceau de la lampe de poche de Stéphane balaya l'espace. C'était plus petit qu'il ne s'y attendait, peut-être 20 mètres carrés. Mais contrairement au reste du bâtiment, cette pièce était intacte. Pas de dégâts des eaux, pas de plafond effondré, aucune trace de décomposition. Les murs étaient garnis d'étagères industrielles, de lourdes structures métalliques qui semblaient construites pour durer. Et sur ces étagères, couvrant chaque surface disponible, se trouvaient des objets enveloppés dans des bâches de toile. Les bâches étaient épaisses de poussière, intactes depuis des décennies. Stéphane entra avec précaution, ses bottes laissant des empreintes sur le sol en béton. La porte avait empêché l'humidité d'entrer, avait tenu le temps à distance. Quoique Monique ait entreposé ici, cela avait été préservé. Il se dirigea vers l'étagère la plus proche et tira sur le coin de la première bâche. La poussière s'envola dans l'air, le faisant tousser. Sous la toile, il trouva des caisses en bois, du genre utilisé pour expédier des objets fragiles. Chaque caisse était marquée de dates écrites au marqueur noir, 1979, 1982, 1985. Stéphane posa sa lampe de poche et utilisa ses deux mains pour soulever la première caisse de l'étagère. Elle était plus lourde que prévu. Il la transporta au centre de la pièce où se trouvait un petit établi et la posa avec soin. Le couvercle de la caisse était cloué mais pas scellé. Stéphane glissa le pied de biche sous le bord et le fit sauter. Les clous grincèrent en s'arrachant du bois qui avait séché et vieilli. À l'intérieur, il trouva de la paille d'emballage, jaunie et cassante. Il l'écarta avec précaution. Ses doigts touchèrent du métal. Frais, lisse, façonné. Stéphane sortit l'objet et le tint à la lumière de sa lampe de poche. C'était une sorte d'élément décoratif, d'environ 45 cm de haut, en métal martelé à la main, du fer ou de l'acier, il ne pouvait pas le dire, travaillé en un motif complexe de volutes et de formes géométriques. Le savoir-faire était extraordinaire. Chaque courbe, chaque ligne, chaque détail avait été façonné avec précision et soin. Ce n'était pas du travail d'usine. C'était de l'art. Il le tourna lentement dans ses mains, l'examinant sous tous les angles. Le métal captait la lumière, révélant une profondeur dans le design qu'il n'avait pas remarqué au premier abord. Des feuilles entrelacées avec des motifs abstraits, des oiseaux cachés dans les volutes. La pièce entière semblait couler comme de l'eau figée dans le métal. À la base, estampillée dans le métal même, il trouva une signature, M. Cala 1979. Monique avait fait ça. Stéphane le posa délicatement et ouvrit une autre caisse. Celle-ci contenait une pièce plus petite, un support décoratif destiné à soutenir des étagères ou des éléments architecturaux. Le même niveau de détail, le même design fluide, la même signature. Il parcourut la pièce méthodiquement, retirant les bâches, ouvrant les caisses. Chacune contenait d'autres pièces, des luminaires, des supports, des panneaux décoratifs, des éléments architecturaux. Certaines étaient assez petites pour tenir dans une main. D'autres étaient grandes, nécessitant ses deux bras pour les soulever. Toutes portaient la signature de Monique et une date. Les dates allaient de la fin des années 1970 au milieu des années 1980. Des dizaines de pièces, peut-être plus d'une centaine. Stéphane ne pouvait même pas commencer à estimer. Chacune représentait des heures de travail, une compétence accumulée au fil des ans, un œil pour le design qui transformait des objets fonctionnels en quelque chose de magnifique. Sur une étagère, il trouva un journal relié en cuir.
La couverture était usée et lisse. Les pages jaunies mais intactes. Stéphane l'ouvrit avec précaution. L'écriture de Monique remplissait les pages. Nette, précise, la main de quelqu'un qui prenait soin de tout ce qu'elle faisait. Il lut au hasard, feuilletant les entrées datées. 15 mars 1981. Terminer la commande de la rampe pour le palais de justice. 3 mois de travail. Ils ont payé exactement ce que nous avions convenu, pas 1 euro de plus. Mais je sais que ça en vaut le double. Le client ne comprendra jamais la différence entre l'acceptable et l'exceptionnel. Ce n'est pas pour ça que je fais ça. 3 juillet 1983. Encore un refus de la galerie. Ils veulent des pièces contemporaines. Ils ne comprennent pas que le véritable artisanat n'est pas une question de tendance. C'est une question d'honorer le matériau, de respecter le processus. La production de masse a habitué les gens à accepter la médiocrité. Je refuse. 20 novembre 1985. Je pense souvent au maître. Richter. Il m'a appris que chaque pièce raconte une histoire, porte une intention. L'artisanat sans âme n'est que de la fabrication, disait-il. J'essaie de m'en souvenir quand le travail semble invisible. Stéphane continua de lire, captivé par la voix de Monique. Elle écrivait sur la technique, sur la lutte pour trouver des clients qui appréciaient la qualité plutôt que le coût, sur l'isolement d'être une artisane dans un domaine dominé par les hommes et les usines. Une entrée l'arrêta. 8 avril 1979. Reçu mon certificat aujourd'hui. 5 ans d'apprentissage terminés. Richter a dit que j'étais sa meilleure élève. Venant de lui, ça veut tout dire. Mais je rentre chez moi et je découvre que le monde a changé. Les éléments architecturaux faits à la main sont trop chers, pas pratiques, démodés. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je construis de belles choses pour un monde qui n'en veut plus. Stéphane ferma le journal avec soin. Il pensa à Monique, travaillant seule dans ce bâtiment, créant des pièces d'une qualité exceptionnelle que personne ne semblait vouloir, consacrant des années de sa vie à un travail qui n'était pas reconnu. Il comprenait ce sentiment plus qu'il ne voulait l'admettre. Son téléphone vibra. Un SMS de Jean-Pierre. Alors, cette chasse au trésor? Trouver de l'or? Stéphane regarda autour de la pièce scellée, les dizaines d'objets emballés, la documentation minutieuse de Monique sur un travail qui avait été enfermé pendant des décennies. Il répondit, pas encore sûr, mais j'ai trouvé quelque chose. Il devait en savoir plus. Stéphane sortit son téléphone et commença à prendre des photos. Les luminaires, les signatures, les dates, les pages du journal de Monique. La batterie de son téléphone était à 30%, mais il continua de photographier, documentant tout ce qu'il pouvait. Puis il sélectionna soigneusement une pièce, un panneau décoratif plus petit d'environ 30 cm², facile à transporter. Il l'enveloppa dans des chiffons propres de sa voiture et le plaça dans une boîte à outils rembourrée. Avant de partir, Stéphane se tint sur le seuil et regarda la pièce scellée. Monique avait préservé tout cela. Elle avait payé pour entretenir ce bâtiment pendant 30 ans après avoir cessé de travailler, juste pour garder ses pièces en sécurité. Cela devait signifier quelque chose. Il ferma la porte à clé derrière lui et redescendit, se déplaçant avec précaution à travers les débris. Dehors, le soleil de l'après-midi était plus bas dans le ciel. Il était resté à l'intérieur pendant des heures. Stéphane chargea la boîte à outils dans la voiture de Jean-Pierre et s'assit dans l'habitacle, moteur tournant, regardant le bâtiment. Son esprit bouillonnait. La qualité du travail de Monique était évidente, même pour son œil non averti. Mais avait-il de la valeur? Était-ce juste vieux? Y avait-il un marché pour des éléments architecturaux forgés à la main des années 1980? Il avait besoin de quelqu'un qui connaissait ces choses. Stéphane se souvint de quelque chose que Marie avait mentionné une fois au bistrot. Son frère tenait une boutique d'antiquités, spécialisée dans les vieux meubles et les objets de collection. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un point de départ. Le trajet du retour sembla plus court que l'aller. L'esprit de Stéphane était trop occupé pour remarquer les kilomètres qui défilaient. Il pensait à Monique, à ses entrées de journal, à un travail accompli dans l'isolement et enfermé. Il pensait à l'appel de Léo, à l'invitation au mariage, aux portes qui s'ouvraient après des années de fermeture. Quand il arriva à son appartement, il était plus de 20 heures.
Il avait complètement manqué son service à l'entrepôt, perdu une journée entière de salaire. Sandrine avait laissé un message vocal demandant si tout allait bien. Il devrait la rappeler, s'expliquer, espérer qu'elle comprendrait. Mais pour la première fois en 6 ans, Stéphane ne calcula pas immédiatement ce que la perte de salaire signifiait, quelle facture ne serait pas payée, à quel point il devrait se serrer la ceinture. Au lieu de cela, il transporta la boîte à outils à l'intérieur, la posa sur sa table de cuisine et déballa soigneusement le panneau de Monique. Sous la lumière crue des néons de son appartement, le travail du métal semblait briller. Stéphane appela Sandrine dès le samedi matin pour s'excuser. Elle l'écouta en silence pendant qu'il expliquait l'héritage, le bâtiment, le fait d'avoir perdu la notion du temps. Il s'attendait à de la colère, peut-être un avertissement sur sa fiabilité. Au lieu de ça, elle dit simplement « N'en fais pas une habitude. Mais je suis contente que tu aies pris une journée pour toi. On se voit lundi. » La gentillesse le prit au dépourvu. Il la remercia et raccrocha, avec l'impression que le monde était peut-être un peu moins dur qu'il ne l'avait cru. Le dimanche, après la fin de son service de VTC, Stéphane se rendit au relais de Marie. C'était la fin de l'après-midi, la période creuse entre le déjeuner et le dîner. Marie essuyait le comptoir quand il entra. « Stéphane, tu veux ton plat habituel ? En fait, j'espérais parler à ton frère. Tu as mentionné qu'il était antiquaire. » Les sourcils de Marie se levèrent. « Pierre ? Oui. Il a une boutique sur la rue de la Noix. J'ai hérité de quelque chose. J'aimerais que quelqu'un y jette un œil. Me dire si ça a de la valeur. Pierre adore ce genre de choses. Je vais l'appeler, voir s'il est à la boutique. » 10 minutes plus tard, Stéphane se trouvait devant une étroite vitrine sur laquelle était peint en lettres dorées « Antiquité du Val ». La vitrine présentait une vieille photographie, un service en porcelaine et un fauteuil à bascule qui semblait avoir connu des jours meilleurs. La cloche au-dessus de la porte tinta lorsque Stéphane entra, portant la boîte à outils. La boutique sentait le vieux bois et la cire pour meubles. Chaque surface était couverte d'objets, verreries, livres, lampes, cadres, outils, des choses que Stéphane ne pouvait identifier. Un homme sortit de l'arrière-boutique. Il avait peut-être 60 ans, était mince, avec des lunettes à monture métallique et des cheveux gris attachés en une petite queue de cheval. Il portait un gilet de laine malgré la chaleur de la boutique. « Vous devez être Stéphane. Je suis Pierre Duval. » Sa voix était douce, cultivée. « Marie a dit que vous aviez quelque chose d'intéressant. » Stéphane posa la boîte à outils sur le comptoir et l'ouvrit. Il déballa soigneusement le panneau en métal et le tendit à Pierre. Pierre le prit à 2 mains, son expression neutre. Puis il le tourna vers la lumière de la fenêtre et resta immobile. « Où avez-vous eu ça ?» Sa voix avait changé, gagnant une pointe d'excitation. « D'un bâtiment dont j'ai hérité. Il y a d'autres pièces comme ça, des dizaines. » Pierre porta le panneau à un établi près de la fenêtre, allumant une lampe-loupe. Il examina la signature, passa ses doigts sur le travail du métal, testa le poids. Sa respiration s'était accélérée. C'est forgé à la main. Chaque détail est intentionnel. Rien d'estampé ou de produit en série. Il leva les yeux vers Stéphane par-dessus ses lunettes. La signature d'I.M. Cala, 1982. Savez-vous qui a fait ça ? Monique Cala. Ma grand-tante. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle est décédée l'année dernière. A-t-elle été formée ? A-t-elle étudié quelque part ? Stéphane pensa au journal. En Allemagne. Je crois qu'elle a mentionné un certain Richter dans ses écrits. Pierre posa le panneau très soigneusement, comme s'il pouvait se briser. Klaus Richter. Je ne connais pas son prénom, juste Richter. Stéphane, si c'est ce que je pense, vous devez être très prudent avec ça. Pierre sortit son téléphone et commença à faire défiler quelque chose. Klaus Richter était l'un des plus grands ferronniers d'art du XXe siècle. Un Allemand qui a travaillé en France dans les années 60 et 70. Il n'a pris qu'une poignée d'apprentis. Le travail de ses élèves est très recherché par les collectionneurs. Stéphane sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. À quel point ? Les pièces d'élèves connues de Richter se vendent des milliers, parfois des dizaines de milliers d'euros, selon la taille et l'état. Pierre continuait de faire défiler.
Mais la plupart de ses élèves sont répertoriés. Je n'ai jamais entendu le nom de Monique Cala. Elle a écrit qu'elle avait étudié avec lui pendant 5 ans, et qu'elle a terminé en 1979. Pierre leva brusquement les yeux. Avez-vous des documents, des certificats, des lettres, n'importe quoi? Elle tenait un journal. Et il y a un certificat dedans, je crois. J'ai pris des photos. Montrez-moi. Stéphane sortit son téléphone et trouva les photos qu'il avait prises des pages du journal. Pierre les examina attentivement, zoomant sur la signature, le sceau, les notes manuscrites. C'est authentique, dit Pierre à voix basse. C'est un vrai certificat d'apprentissage de Richter. Stéphane, si vous avez des dizaines de pièces comme celle-ci, toutes signées, toutes documentées, vous êtes peut-être assis sur quelque chose de significatif. À quel point significatif? Pierre hésita. Je ne suis pas un expert dans ce domaine précis. Vous devez parler à quelqu'un qui se spécialise dans le mouvement artisanal français du XXe siècle, quelqu'un d'une université ou d'un musée. Mais si je devais deviner, d'après ce que je sais, vous avez là des centaines de milliers d'euros, peut-être plus. Le chiffre ne semblait pas réel. Stéphane regardait le panneau de métal sur l'établi de Pierre, essayant de digérer ce qu'il entendait. Que dois-je faire? Premièrement, n'en parler à personne d'autre. Pas encore. Deuxièmement, je peux vous donner un nom. Le docteur Valérie Dubois, à l'Université de Lyon. C'est une historienne de l'art spécialisée dans l'artisanat français du XXe siècle. Si quelqu'un peut authentifier et évaluer correctement le travail de Monique, c'est elle. Pierre nota un numéro sur une carte de visite. Troisièmement, vous devez sécuriser ce bâtiment. Si le bruit se répand, vous pourriez avoir des voleurs, des vandales, toutes sortes de problèmes. Stéphane prit la carte, sa main n'étant pas tout à fait stable. Pouvez-vous garder cette pièce pour moi? La mettre en sécurité jusqu'à ce que je sache quoi faire? Bien sûr. Je la mettrai dans mon entrepôt sécurisé. Pierre enveloppa soigneusement le panneau dans du papier de soie non acide. Stéphane, votre grand-tante était une artiste exceptionnelle. Ce que vous avez trouvé est important, pas seulement financièrement, mais historiquement. Les gens devraient savoir que son travail a existé. Stéphane rentra chez lui dans un état second. Les chiffres que Pierre avait mentionnés résonnaient dans son esprit. Des centaines de milliers, peut-être plus. Ce ne pouvait pas être réel. Des choses comme ça n'arrivaient pas à des gens comme lui. Mais si c'était réel? Il pensa à appeler Léo, mais s'arrêta. Que dirait-il? Salut mon fils, je suis peut-être riche. Cela semblait absurde, et Léo venait juste de recommencer à lui parler. Stéphane ne voulait pas que l'argent complique la fragile reconnexion qu'ils étaient en train de construire. Au lieu de cela, il passa la soirée à regarder toutes les photos sur son téléphone, à étudier les entrées du journal de Monique. Un passage ressortit. 14 janvier 1987. Une autre année se termine avec mon travail invendu, entreposé. Je me dis que ça n'a pas d'importance. Je me dis que j'ai fait ça pour l'artisanat lui-même, pas pour la reconnaissance ou le profit. Mais je mens. Je voulais les deux. Je voulais être vu, être valorisé, que mon travail soit placé aux côtés des maîtres. Au lieu de ça, je suis seul dans ce bâtiment, à créer de belles choses que personne ne veut. Peut-être que c'est suffisant. Peut-être que ça doit l'être. Stéphane le lut 3 fois. Monique était morte seule, son travail enfermé, non reconnu et sous-évalué. Elle avait passé des décennies à créer des pièces exceptionnelles que le monde ignorait. Il pensa à ses propres années de travail invisible, à nettoyer des bureaux quand personne ne regardait, à approvisionner des étagères pendant que le monde dormait, à conduire des inconnus qui n'apprenaient jamais son nom. Un travail qui devait être fait mais qui passait inaperçu, sans remarque, invisible. Peut-être que le travail de Monique n'était plus invisible. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, Stéphane pourrait lui donner la reconnaissance qu'elle n'avait jamais reçue de son vivant. Il prit la carte de visite que Pierre lui avait donnée et composa le numéro du docteur Dubois. Il tomba sur sa messagerie vocale. Stéphane laissa un message, sa voix incertaine mais déterminée. Bonjour, docteur Dubois. Mon nom est Stéphane Cala. Pierre Duval m'a donné votre numéro. J'ai hérité d'une collection de pièces de ferronnerie de Monique Cala,
qui a étudié sous la direction de Klaus Richter. J'aimerais discuter de l'authentification et... Eh bien, je ne suis pas sûr de quoi d'autre. Veuillez me rappeler. Il raccrocha et s'assit dans son appartement silencieux, se demandant si sa vie était sur le point de changer. Le docteur Dubois rappela le lundi matin alors que Stéphane était à mi-chemin de son service d'entretien. Il entra dans le local pour prendre l'appel, son cœur battant la chamade. « Monsieur Cala, j'ai reçu votre message. Je dois vous dire que j'ai été assez surprise. J'ai étudié le travail de Klaus Richter de manière approfondie, et je n'étais pas au courant qu'il avait eu une apprentie nommée Monique Cala. » Sa voix était nette, académique, mais Stéphane décela un intérêt sincère sous le ton professionnel. Elle tenait des journaux détaillés. J'ai des photos de son certificat d'apprentissage signé par Richter lui-même. Puis-je les voir? Stéphane envoya les photos tout en étant au téléphone. Il entendit la brusque inspiration du docteur. Dubois. Cela semble authentique. Le sceau, la signature, le style de la documentation. C'est cohérent avec d'autres certificats de Richter que j'ai examinés. Monsieur Cala, de combien de pièces parlons-nous? Je ne suis pas sûr exactement. Des dizaines, peut-être plus d'une centaine. Tout entreposé dans une pièce scellée, préservée. J'ai besoin de voir cette collection. Quand puis-je venir? Ils convinrent de se retrouver au bâtiment le mercredi. Stéphane devrait prendre un autre jour de congé à l'entrepôt, mais Sandrine avait été compréhensive la fois précédente. Il espérait qu'elle le serait à nouveau. Le mardi s'éternisa. Stéphane effectua ses services mécaniquement, son esprit à 3 heures de route, dans la Creuse. Il ne cessait de penser aux entrées du journal de Monique, aux années qu'elle avait passées à créer un travail que personne n'appréciait, au fait de mourir seule avec son héritage enfermé. Ce soir-là, Stéphane retourna au bâtiment. Il avait acheté une lourde chaîne et un cadenas dans un magasin de bricolage. Une meilleure sécurité que le cadenas rouillé qui s'y trouvait auparavant. Il apporta également une puissante lanterne à l'aide des piles neuves. À l'intérieur, il se rendit de nouveau dans la pièce scellée. Cette fois, il examina la collection plus attentivement, essayant de compter, d'essayer de comprendre l'étendue de ce que Monique avait laissé derrière elle. Caisse après caisse contenait des luminaires, chacun unique, des supports décoratifs conçus pour soutenir des étagères ou des éléments architecturaux, des poignées de porte élaborées, des grilles de fenêtres aux motifs complexes, des rampes d'escalier, des appliques murales. Chaque pièce montrait le même niveau de savoir-faire méticuleux. Sur une étagère du bas, Stéphane trouva une boîte en bois qu'il avait manqué auparavant. À l'intérieur se trouvaient des photographies, en noir et blanc, montrant le travail de Monique installé dans des bâtiments. Il ne reconnut aucun des lieux, mais les photos étaient légendées au dos. Théâtre du Capitole 1981, Hall du Palais de Justice 1983, Résidence privée 1985. Sous les photos, Stéphane trouva de la correspondance, des lettres de cabinet d'architectes, la plupart datant du début des années 1980. Il les lut, sa colère montant à chaque lettre. « Chère mademoiselle Cala, bien que nous apprécions votre proposition, nous avons décidé d'opter pour une solution plus rentable. Votre devis est tout simplement trop élevé pour notre budget. Mademoiselle Cala, nous avons examiné votre portfolio. Le travail est impressionnant, mais nos clients préfèrent une esthétique plus moderne. Nous conserverons vos informations dans nos dossiers. Chère Monique, je crains que nous ne puissions justifier la dépense d'un travail de ferronnerie sur mesure alors que des alternatives acceptables sont disponibles à une fraction du coût. Je suis sûr que vous comprenez. Lettre après lettre, rejet après rejet. Non pas parce que le travail de Monique n'était pas exceptionnel, mais parce qu'il était trop cher, trop long, trop individuel à une époque qui adoptait la production de masse et la réduction des coûts. Stéphane trouva une lettre qui le glaça. Elle provenait d'un grand cabinet d'architectes, daté de 1984, adressé à M. Cala. Le ton était différent des autres. Intéressé, engagé. Cher Monsieur Cala, nous avons examiné votre portfolio et sommes impressionnés par la qualité de votre savoir-faire. Nous avons plusieurs projets à venir qui bénéficieraient d'un travail de ferronnerie sur mesure. Cependant, nous exigeons que tous les sous-traitants nous rencontrent en personne avant de finaliser tout accord. Veuillez nous contacter à votre meilleure convenance pour convenir d'un rendez-vous. Dans la marge, Monique avait écrit au crayon « Rappelez ». Quand ils ont appris que M.
Était Monique et non Michel, soudainement les projets étaient déjà attribués. Coïncidence, j'en suis sûr. Stéphane s'assit sur ses talons, la lettre à la main. Monique avait été écartée, non seulement pour des raisons de coût, mais parce qu'elle était une femme dans un domaine qui ne voulait pas d'elle. Tout ce talent, toute cette compétence, et le monde lui avait fermé les portes au nez simplement à cause de son prénom. Il pensa à sa propre vie, à travailler 3 emplois et à peine joindre les 2 bouts, à la façon dont le travail invisible n'était ni reconnu ni récompensé. Mais au moins, son travail était considéré comme légitime. Monique n'avait même pas eu droit à ça. Stéphane se surprit à parler à la pièce vide. « Je suis désolé qu'il n'ait pas vu. »« Monique, je suis désolé que tu n'aies pas eu ce que tu méritais. » Son téléphone sonna. « Léo. »« Salut papa. Je prends juste de tes nouvelles. J'ai pensé à toi. » Stéphane sourit malgré lui. 2 appels en une semaine après 2 ans de silence. « Je suis content. Comment vont les préparatifs du mariage ?» Ils parlèrent pendant 20 minutes. Léo lui parla du lieu qu'ils avaient choisi, de la famille de Chloé, de sa propre nervosité. La conversation était plus facile que la dernière fois, plus naturelle. Stéphane pouvait entendre son fils se détendre pendant qu'il parlait. « Tu as l'air différent, » dit Léo finalement. « Moins fatigué, peut-être. Je me sens différent. Je ne peux pas encore l'expliquer, mais quelque chose est en train de changer. C'est cette histoire d'héritage. Le bâtiment ? » Stéphane regarda autour de la pièce scellée, des décennies de travail exceptionnel attendant d'être découverts. « Oui, c'est plus que ce que je pensais. Dans le bon sens, je crois. J'espère. » Après avoir raccroché, Stéphane passa une autre heure dans le bâtiment à tout photographier, documentant les dates et les signatures. Il trouva le certificat d'apprentissage de Monique dans un cadre rangé derrière d'autres objets. Le papier était jauni, mais le texte était clair. Ceci certifie que Monique Cala a accompli 5 années d'apprentissage en ferronnerie d'art architectural et a démontré la maîtrise des techniques de forge traditionnelles, de la conception artistique et du savoir-faire structurel. Klaus Richter, maître artisan, avril 1979. La signature de Richter était audacieuse et confiante. Le nom de Monique était écrit d'une écriture soignée et formelle. Stéphane le photographia avec soin, s'assurant que chaque détail était capturé. Mercredi matin, le docteur Dubois arriva dans une camionnette de l'université avec un assistant, un jeune homme nommé Lucas, qui portait du matériel photo et un ordinateur portable. Le docteur Dubois elle-même avait la cinquantaine, des cheveux argentés courts et des yeux vifs derrière des lunettes de créateur. Elle se déplaçait avec détermination. Stéphane les conduisit à la pièce scellée. Le docteur Dubois se tint sur le seuil un long moment, absorbant la scène. Puis elle se tourna vers Stéphane, son expression sérieuse. « Monsieur Cala, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si cette collection est ce que je pense, vous détenez quelque chose d'une importance historique réelle. Pas seulement une valeur monétaire, bien que celle-ci soit substantielle. Cela représente une pièce manquante de l'histoire de l'artisanat français. Je commence à le comprendre. Bien, parce que ce qui va suivre va changer votre vie. Considérablement. Êtes-vous préparé à cela ? Stéphane pensa à ses 3 emplois, à son appartement vide, à son fils éloigné qui revenait lentement dans sa vie. Il pensa à Monique mourant seule, son travail enfermé, oublié. « Je pense que oui, dit-il. Mais je veux faire ce qui est juste pour Monique. Elle méritait d'être reconnue de son vivant. Peut-être que nous pouvons lui donner ça maintenant, même si c'est tard. » Le docteur Dubois sourit, et cela adoucit son visage sérieux. « Alors, mettons-nous au travail. » Ils passèrent les 6 heures suivantes à examiner attentivement la collection. Le docteur Dubois photographia chaque pièce, prit des mesures, documenta les signatures et les dates. Lucas enregistra tout sur l'ordinateur portable, créant un catalogue numérique. Le soleil se couchait lorsque le docteur Dubois se leva enfin et s'étira. « Monsieur Cala, nous devons parler des prochaines étapes. » Le docteur Dubois retira ses gants et s'assit sur l'une des rares chaises stables de la pièce scellée. Lucas continuait de cataloguer en arrière-plan, le déclic de son appareil photo résonnant régulièrement.
D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux vous donner une évaluation préliminaire. Chaque pièce ici est une œuvre authentique de l'école Richter. La technique, la philosophie du design, l'exécution, tout est cohérent avec ce que nous savons de ces méthodes d'enseignement. Et l'état est remarquable. Votre grand-tante les a exceptionnellement bien conservées. Stéphane attendit, sentant qu'il y avait plus. Quant à la valeur, j'estimerais la collection entre 400 000 et 700 000 euros, peut-être plus, en fonction de l'intérêt des enchères. Je suis désolé, vous avez dit 700 000 euros? Le docteur Dubois hocha la tête. C'est une estimation prudente. Les pièces individuelles pourraient atteindre entre 5 000 et 50 000 euros selon la taille et la complexité. Les musées et les collectionneurs privés seraient très intéressés. Stéphane s'assit lourdement sur une caisse. Le chiffre était si loin de tout ce qu'il avait imaginé qu'il ne semblait pas réel. 700 000 euros. Il pourrait rembourser toutes ses dettes, quitter au moins un de ses emplois, aider Léo avec le mariage, avoir réellement une vie au lieu de simplement survivre. Il y a autre chose, dit le docteur Dubois. Lucas, pouvez-vous m'apporter cette boîte que nous avons mise de côté? Lucas lui tendit une boîte en bois, plus petite que les autres, qui avait été cachée dans le coin le plus éloigné de l'étagère du bas. Stéphane ne l'avait pas remarqué lors de ses précédentes visites. Le docteur Dubois l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des dessins d'architecture, des plans jaunis, des dossiers de correspondance, et autre chose. Des photographies de bâtiments avec des gros plans détaillés de ferronnerie décorative. J'ai trouvé ça pendant que vous étiez au téléphone tout à l'heure, dit le docteur Dubois. Elle étala plusieurs dessins sur l'établi. Ce sont des prototypes, des esquisses préliminaires pour des éléments architecturaux. Stéphane regarda les dessins. Ils montraient des motifs de ferronnerie élaborés, des portails d'entrée, des luminaires de plafond, des panneaux décoratifs. Le style caractéristique de Monique était évident dans chaque ligne. Regardez ça. Le docteur Dubois sortit une photographie montrant une entrée de théâtre ornée. La ferronnerie des portes était stupéfiante. Des motifs fluides qui semblaient bouger même sur l'image fixe. C'est le théâtre du Capitole à Toulouse, construit en 1982. Maintenant, regardez ceci. Elle plaça l'un des dessins de Monique à côté de la photographie. Les motifs étaient presque identiques. Monique a créé ce design, dit lentement Stéphane. Oui, mais regardez la plaque de crédit. Le docteur Dubois sortit une autre photo, montrant cette fois une petite plaque de laiton à côté des portes du théâtre. Stéphane dut plisser les yeux pour lire « Ferronnerie décorative par Stratam et Associés ». 1982. Stratam et Associés. Stéphane leva les yeux. Pas Monique. Pas Monique. Le docteur Dubois sortit d'autres dessins, d'autres photographies. C'est le palais de justice de Bordeaux. Même situation. Le design de Monique. Le crédit de quelqu'un d'autre. La bibliothèque municipale de Nantes. Le musée des beaux-arts de Lyon. Au moins 6 grands bâtiments que je peux identifier jusqu'à présent. Elle étala de la correspondance sur la table. Des lettres de cabinet d'architecte à Monique proposant d'acheter ses designs purs et simples. Les paiements étaient modestes, quelques centaines d'euros par design, parfois 1 millier pour un travail plus complexe. Ils ont acheté ces prototypes, dit Stéphane, la compréhension se faisant jour. Les ont utilisés dans des bâtiments réels, mais se sont attribués le mérite. Exactement. C'était une pratique courante, surtout avec les artisans indépendants qui n'avaient pas de représentation légale. Les entreprises achetaient les designs, les mettaient en œuvre et créditaient leurs propres équipes internes. Techniquement légal si les contrats étaient bien rédigés, mais éthiquement discutables. Stéphane sentit la colère monter en lui. Donc, le travail de Monique se trouve dans de grands bâtiments à travers le pays, et personne ne sait qu'elle l'a créé. Personne ne le savait jusqu'à maintenant. Les yeux du docteur Dubois brillaient d'excitation. Monsieur Cala, cela change tout. Ce n'est pas seulement une collection d'œuvres exceptionnelles mais inconnues. C'est la preuve documentée de contributions significatives au patrimoine architectural français. Les designs de Monique font partie du paysage public, vu par des milliers de personnes chaque jour.
Elle sortit un dossier de son sac et l'ouvrit sur la table. Je fais des recherches sur les apprentis de Richter depuis des années. Il n'y a que 12 élèves connus qui ont terminé son programme complet de 5 ans. 8 hommes, 4 femmes. Parmi les femmes, seules 2 ont un corpus d'œuvres documentées substantiel. Monique serait la 3e. Et rien de tout cela n'était connu avant. Par la communauté académique? Non. Monique travaillait de manière indépendante, n'a pas rejoint d'organisation professionnelle, n'a pas exposé publiquement. Elle vendait des designs en privé et entreposait ses pièces réelles ici, enfermées. Sans que vous trouviez cette collection et que vous me contactiez, son travail serait resté inconnu indéfiniment. Le docteur Dubois commença à sortir d'autres objets de la boîte cachée. Des cartes de visite de cabinet d'architectes, des contrats d'achat de design, même quelques chèques jamais encaissés, attachés avec un trombone à des propositions rejetées. Puis elle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Une enveloppe scellée avec « À celui qui trouvera ceci », écrit sur le devant de la main de Monique. « Avez-vous vu ça ?» demanda le docteur. Dubois. Stéphane secoua la tête. Elle lui tendit l'enveloppe. Ses mains n'étaient pas tout à fait stables lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de mars 1989, écrite de l'écriture soignée de Monique. « À celui qui trouvera ceci », lut Stéphane à haute voix, « si vous lisez ceci, c'est que je suis parti et que vous avez découvert ce que j'ai passé ma vie à créer. Je veux que vous sachiez que je ne regrette pas le travail lui-même. Chaque pièce que j'ai forgée, chaque design que j'ai dessiné m'a apporté de la satisfaction dans l'acte de création. L'artisanat était suffisant. Ou je me le disais. Mais je mentirais si je disais que le manque de reconnaissance ne m'a pas blessé. Je mentirais si je disais que je ne me suis pas senti floué en voyant mes designs crédités à d'autres, en regardant des artisans masculins moins talentueux recevoir des opportunités qui m'étaient refusées. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que le travail lui-même était la récompense. Certains jours, j'y croyais. D'autres jours, j'avais l'impression de crier dans le vide. Je laisse tout ici, préservé aussi bien que je le peux, parce que j'espère, peut-être sottement, qu'un jour quelqu'un comprendra ce que j'essayais de faire. Pas seulement créer de belles choses, mais prouver qu'une femme pouvait maîtriser cet art aussi bien que n'importe quel homme formé par Richter, que je méritais une place dans cette histoire. Si cette reconnaissance vient après ma mort, qu'il en soit ainsi. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Même si j'aurais aimé le voir, le sentir, savoir que le travail de ma vie comptait pour quelqu'un d'autre que moi. À celui qui trouvera ceci, s'il vous plaît, ne les laissez pas oublier. Assurez-vous qu'il sache que Monique Cala était là, a travaillé ici, a créé ici. Assurez-vous qu'il sache que j'étais réel. La lettre se terminait par sa signature, audacieuse et certaine. Stéphane plia soigneusement la lettre, la gorge serrée. Elle le savait. Elle savait que son travail était exceptionnel et elle savait qu'il méritait d'être reconnu. Et maintenant, nous pouvons lui donner ça. Le docteur Dubois se leva, pleine d'énergie. Monsieur Cala, avec votre permission, j'aimerais proposer quelque chose d'ambitieux. Une exposition itinérante. Monique Cala, la maîtresse cachée. Nous documentons tout ici, authentifions les pièces, et les montrons dans les grands musées. Nous recherchons également les bâtiments où ces designs ont été mis en œuvre et travaillons pour obtenir une attribution correcte. Des plaques historiques, des archives mises à jour, des articles académiques. Nous nous assurons que le monde sache ce que Monique Cala a apporté. Et la valeur que vous avez mentionnée? L'argent? La valeur monétaire augmente considérablement avec ces nouvelles informations. Nous ne parlons plus seulement de pièces d'artisanat inconnues. Nous parlons d'un travail historiquement significatif d'une apprentie de Richter avec des contributions documentées à l'architecture publique. Les musées voudront cela pour leur collection permanente. Nous parlons de bien plus d'1 million maintenant, peut-être plusieurs millions. Stéphane la regarda, incapable de traiter le chiffre. Plusieurs millions pour un héritage de 20 €. Les 2 semaines suivantes passèrent à une vitesse qui laissa Stéphane étourdi. Le docteur Dubois fit venir une équipe de l'université, des conservateurs, des photographes, des historiens. Ils documentèrent chaque pièce, créant un catalogue complet de l'œuvre de Monique. Stéphane engagea une sécurité privée pour le bâtiment sur l'insistance du docteur Dubois.
Le bruit commençait à se répandre dans les cercles académiques et de collectionneurs au sujet de la découverte. Une représentante d'Art Curial, l'une des plus grandes maisons de vente aux enchères du pays pour les arts décoratifs, vint de Paris. C'était une femme élégante nommée Nathalie Lambert qui portait des chaussures chères et parlait d'un ton mesuré et prudent. Monsieur Cala, sur la base de la documentation que j'ai examinée et des photographies préliminaires, nous serions honorés de représenter cette collection. Notre estimation initiale pour une vente aux enchères complète se situerait entre 3 et 5 millions d'euros. Stéphane était debout quand elle le dit. Il dut s'asseoir. 5 millions. C'est la fourchette haute, en supposant un fort intérêt des enchérisseurs et des conditions de marché idéales. Mais compte tenu de l'importance historique que le Dr. Dubois a découverte et de la rareté des œuvres authentifiées de l'école Richter, nous pensons que c'est réalisable. Nathalie Lambert fit glisser un dossier en cuir sur la table. Voici notre contrat standard. La commission est de 15%, ce qui inclut l'assurance, le marketing, la production du catalogue et l'exposition avant la vente aux enchères. Stéphane n'ouvrit pas le dossier. Le chiffre était trop grand pour sembler réel. 5 millions d'euros. Il s'inquiétait de payer son loyer il y a 6 mois. Maintenant, quelqu'un lui disait qu'il pourrait avoir 5 millions d'euros. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-il. Bien sûr. Prenez une semaine. Mais, monsieur Cala, vous devez savoir que d'autres maisons de vente aux enchères vous contacteront. Nous aimerions avoir l'opportunité de présenter notre offre en premier. Après son départ, Stéphane s'assit dans la pièce principale du bâtiment, maintenant nettoyée et sécurisée, essayant de tout assimiler. Son téléphone sonnait constamment, des avocats proposant leurs services, des conseillers financiers voulant des réunions, des compagnies d'assurance présentant leur police. Le docteur Dubois lui avait donné le nom d'un avocat réputé spécialisé dans l'art et les successions. Stéphane l'avait engagé immédiatement, submergé par des contrats et des offres qu'il ne comprenait pas. L'avocat, un homme nommé Maître Henri Dubois, aux tempes grises et au comportement calme, lui expliqua les options. Vous avez 3 voies principales, expliqua Maître Dubois lors de leur réunion. 1. La vente privée à des musées ou des collectionneurs. Plus rapide, mais potentiellement une valeur totale inférieure. 2. La vente aux enchères publiques par une maison comme Art Curial. Valeur potentielle plus élevée, mais plus de risques et d'exposition. 3. Une combinaison. Vendre certaines pièces à des musées pour leur collection permanente à des prix négociés, et mettre le reste aux enchères. Que recommanderiez-vous? Cela dépend de vos priorités. Est-ce purement financier ou vous souciez-vous de l'héritage de votre grand-tante? Stéphane pensa à la lettre de Monique. Assurez-vous qu'il sache que j'étais réel. L'héritage compte, dit-il. Maître Dubois hocha la tête. Alors, je vous suggère de considérer sérieusement la proposition d'exposition du docteur Dubois. Oui, cela pourrait signifier moins de profit immédiat qu'une vente aux enchères directes, mais cela établirait la place de Monique dans l'histoire de l'artisanat de manière permanente. Les musées apprécient cela. La reconnaissance publique ajoute une valeur que le pur intérêt du marché ne peut pas créer. Ce soir-là, Stéphane dîna avec Léo. Son fils l'avait suggéré, juste un repas décontracté pour prendre des nouvelles. Ils s'assirent dans un petit restaurant de quartier calme, et Stéphane se surprit à se détendre d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. La conversation coulait naturellement. Léo parla de son travail, de la famille de Chloé, de leurs projets pour après le mariage. Tu sembles différent, papa, dit Léo finalement. Plus léger, en quelque sorte. Je me sens différent. Stéphane marqua une pause, puis décida de lui dire. Pas tout, pas toute l'ampleur, mais assez. Cet héritage dont j'ai parlé, il s'est avéré être plus important que je ne le pensais. À quel point plus? Assez important pour que j'aie quitté mon travail d'agent d'entretien et celui de l'entrepôt. La fourchette de Léo s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Tu as quitté les deux? Je garde le travail de VTC pour l'instant, juste pour avoir quelque chose à faire, mais je n'ai plus besoin de 3 emplois. Papa, de combien on parle? Stéphane croisa le regard de son fils. Assez pour changer les choses. Assez pour aider avec le mariage, si tu me laisses faire. Assez pour peut-être retourner à l'université moi-même, suivre quelques cours. Assez pour que je n'ai plus à simplement survivre.
Léo resta silencieux un long moment. Puis il tendit la main sur la table et serra l'épaule de Stéphane. Je suis content. Tu t'es tué à la tâche pendant des années. Tu mérites un peu de repos. Je vais en faire quelque chose, cependant, pas juste rester assis. Il y a cette femme, Monique, celle qui m'a laissé le bâtiment. Elle a passé toute sa vie à créer un travail exceptionnel que personne n'a reconnu. Je vais m'assurer que les gens la connaissent maintenant. M'assurer que son nom reste dans les mémoires. C'est bien, papa. Ça semble vraiment bien. Ils parlèrent tard dans la soirée. Léo mentionna qu'il avait été accepté dans des études d'architecture à l'université, et qu'il commencerait à l'automne. Il semblait nerveux en le disant à Stéphane, comme s'il s'attendait à une déception. Je dessine des plans de bâtiments depuis des années, dit Léo. En tant que passe-temps, tu sais, mais je n'ai jamais pensé que je pourrais en faire une carrière. Trop peu pratique, trop cher, trop incertain. Puis j'ai vu ce que tu faisais, prendre une chance sur quelque chose d'incertain, choisir le sens plutôt que juste l'argent. Ça m'a fait réfléchir, peut-être que je pourrais essayer, moi aussi. Stéphane sentit quelque chose gonfler dans sa poitrine. De la fierté, de la gratitude, une connexion. Je pense que c'est merveilleux. Ta mère serait si fière. Les yeux de Léo brillèrent. Elle disait toujours que je devrais dessiner plus, que j'avais l'œil pour ça. Elle avait raison. Après le dîner, ils se tinrent sur le parking et Léo serra Stéphane dans ses bras. Une vraie étreinte, pas les embrassades raides et obligatoires des dernières années. Merci, papa. Pour tout. Stéphane rentra chez lui, avec le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé. Son fils lui parlait à nouveau, vraiment. Pas seulement une conversation polie, mais une connexion authentique. Et ce n'était pas l'argent qui avait fait ça. C'était Stéphane qui avait enfin pris une chance, qui avait enfin choisi autre chose que la pure survie. Le lendemain matin, le docteur Dubois appela avec des nouvelles. J'ai fait des recherches sur les bâtiments où les designs de Monique ont été mis en œuvre. J'ai trouvé des preuves de son travail dans 11 grandes structures à travers la France. Le théâtre du Capitole, le palais de justice de Bordeaux. Nous le savions déjà. Mais aussi la bibliothèque municipale de Nantes, la rénovation de l'hôtel de ville de Paris, le palais des congrès de Paris. Monsieur Cala, les designs de Monique sont tissés dans le tissu architectural du pays. Pouvons-nous lui en donner le crédit? Mettre à jour les archives? Je travaille avec la Société historique de France sur ce point. C'est compliqué. Certains des cabinets qui ont acheté ces designs n'existent plus, les archives sont incomplètes, mais nous constituons un dossier. Des articles académiques, de la documentation, de l'authentification. D'ici un an, chaque bâtiment qui présente le travail de Monique aura une attribution correcte. Et l'exposition? J'ai une proposition du réseau des musées nationaux. Ils veulent monter une exposition itinérante. 18 mois, 6 musées à travers les grandes villes de France, débutant au Musée national des arts et métiers. L'exposition s'appellerait Monique Cala, la maîtresse cachée, récupérer un héritage perdu. Qu'est-ce que cela signifierait pour la collection? Ils proposent d'acheter 20 pièces sélectionnées pour leur collection permanente à leur valeur estimée. Le reste, vous pourriez le vendre par le biais d'enchères ou de vente privée. Le montage financier total serait d'environ 2 millions garantis, plus ce que vous ferez sur les pièces restantes. Stéphane fit le calcul. Moins que les 5 millions estimés par la maison de vente aux enchères, mais garantie et stable. Il y a une dernière chose, dit le docteur Dubois. Si vous acceptez l'exposition, vous devrez vous impliquer. Des apparitions publiques, des interviews, prendre la parole à l'inauguration. L'histoire de Monique a besoin d'une voix, et vous êtes sa famille. Seriez-vous à l'aise avec ça? Stéphane pensa à la lettre de Monique. Assurez-vous qu'il sache que j'étais réel. Oui, dit-il. Je peux le faire. Le contrat du réseau des musées nationaux arriva 3 jours plus tard. Stéphane s'assit à sa table de cuisine avec Maître Dubois, son avocat, le parcourant page par page. Le langage était dense, plein de termes comme « droit d'exposition perpétuel » et « documentation de provenance », mais Maître Dubois expliqua chaque section patiemment. L'offre de base est solide, dit Maître Dubois.
20 pièces achetées pour une collection permanente pour un total de 2,1 millions. Tournée d'exposition des pièces restantes pendant 18 mois, durant lesquels vous conservez la propriété, mais vous vous engagez à ne pas vendre. Après la tournée, vous êtes libre de vendre les pièces restantes comme vous le souhaitez. Et le calendrier? L'exposition ouvre dans 6 mois. Ils ont besoin de ce temps pour la conservation, l'encadrement, la production du catalogue, le marketing. Vous seriez tenu de participer à l'événement d'ouverture et à au moins 2 des étapes de la tournée. Stéphane s'imagina debout dans un musée, parlant de Monique à des foules d'étrangers. L'idée le rendait nerveux, mais lui semblait aussi juste. C'était ce que Monique avait voulu. La reconnaissance, l'aveu que son travail comptait. Il y a une offre alternative que vous devriez considérer, dit Maître Dubois, faisant glisser un autre dossier sur la table. Art Curial a augmenté son estimation. Il prévoit maintenant 4 à 6 millions si nous mettons aux enchères la collection complète. Aucune exigence d'exposition, aucune apparition publique, juste une vente directe. Les chiffres se trouvaient entre eux, clairs et nets. 6 millions contre 2 millions. Une sécurité financière au-delà de tout ce que Stéphane avait imaginé contre un montant garanti mais moindre. Que feriez-vous? Demanda Stéphane. Maître Dubois sourit légèrement. Je suis votre avocat, pas votre conseiller financier. Mais si vous me demandez mon opinion personnelle, je pense que vous savez déjà ce qui compte pour vous. Stéphane regarda les contrats. 6 millions d'euros. Il pourrait mettre Léo à l'abri pour la vie, acheter une maison, ne plus jamais travailler. Le choix pratique, le choix intelligent. Mais il pensa à la lettre de Monique, à son espoir que quelqu'un s'assure que son travail soit rappelé. À Léo disant que la volonté de Stéphane de choisir le sens plutôt que le profit maximum l'avait inspiré à poursuivre l'architecture. Je vais accepter l'offre du musée, dit Stéphane. Maître Dubois hocha la tête, sans surprise. Je vais rédiger votre acceptation et négocier quelques termes mineurs. Vous faites le bon choix, Stéphane. Certaines choses valent plus que leur valeur marchande. Ce soir-là, Stéphane appela Léo pour lui annoncer sa décision. Tu as refusé 6 millions d'euros? Léo semblait stupéfait. Je ne refuse pas l'argent. Je choisis juste un chemin différent. L'offre du musée est toujours plus que ce que j'ai jamais rêvé d'avoir. Mais, papa, 6 millions, Léo, ta grand-grand-tante a passé toute sa vie à créer un travail exceptionnel que personne n'a apprécié. Elle est morte en pensant qu'elle avait échoué. J'ai une chance de montrer au monde qu'elle n'a pas échoué, que son travail comptait. Ça a de la valeur pour moi. Léo resta silencieux un moment. Tu as raison. Je ne fuis rien. Je marche vers quelque chose de meilleur. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. L'équipe du docteur Dubois travailla sans relâche pour préparer les pièces pour l'exposition. Des spécialistes de la conservation nettoyèrent et restaurèrent si nécessaire, bien que le stockage minutieux de Monique signifie que la plupart des pièces nécessitaient peu de travail. Des photographes documentèrent tout. Des rédacteurs de catalogues rédigèrent des descriptions. Stéphane visita souvent le bâtiment, observant la transformation. La pièce scellée était soigneusement vidée, chaque pièce cataloguée et mise en caisse pour être transportée à l'installation de conservation du musée. Un après-midi, le docteur Dubois l'appela pour lui montrer quelque chose. Nous avons trouvé ça caché derrière l'une des étagères. Elle lui tendit une petite photographie dans un cadre terni. La photo montrait une Monique plus jeune, peut-être dans la quarantaine, debout dans cette même pièce. Elle portait des vêtements de travail, les cheveux attachés, les mains tachées de poussière de métal, mais son expression était celle d'une fierté tranquille. Derrière elle, visible sur l'établi, se trouvait l'une de ses créations, un luminaire de plafond élaboré que Stéphane reconnut dans le catalogue. Elle a l'air heureuse, dit Stéphane. Elle a l'air de quelqu'un qui connaissait la valeur de son travail, même si le monde ne la connaissait pas. Le docteur Dubois sourit. Cette photo sera dans l'exposition. Les gens devraient voir son visage, savoir qui a créé ces pièces. Stéphane fixa la photographie, sentant une connexion à travers le temps. Monique, debout dans cette pièce, créant. Stéphane, debout dans le même espace, s'assurant que son travail soit enfin vu. Docteur Dubois, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr.
Pensez-vous qu'elle serait heureuse de tout ça? L'exposition, la reconnaissance si tardive? Le docteur Dubois considéra sérieusement la question. Je pense qu'elle serait soulagée, vengée, peut-être un peu amère que cela ait pris si longtemps. Mais en fin de compte, oui, je pense qu'elle serait heureuse que quelqu'un se soit suffisamment soucié pour s'assurer que son nom soit rappelé. 2 mois avant l'ouverture de l'exposition, Stéphane reçut un appel d'un journaliste du plus grand quotidien régional. Il voulait faire un article de fond sur la découverte, sur Monique, sur la décision de Stéphane de privilégier l'exposition à la vente immédiate. Stéphane accepta l'interview, bien que ses mains tremblassent légèrement lorsque le journaliste arriva à son appartement avec un photographe. L'interview dura 2 heures. Stéphane parla du travail de Monique, de la découverte de la pièce scellée, de l'apprentissage de sa lutte pour la reconnaissance. Il montra au journaliste des photographies des pièces de Monique, lut des extraits de son journal, parla de ses propres années de travail invisible et de la façon dont la découverte de la collection de Monique avait changé sa perspective. Pourquoi avez-vous choisi l'exposition du musée plutôt que la vente aux enchères? Demanda le journaliste. Stéphane réfléchit attentivement avant de répondre. Parce que ma grand-tante a passé sa vie à créer de belles choses que personne n'a appréciées. Elle est morte en pensant que son travail n'avait pas d'importance. Je ne peux pas changer le fait qu'elle soit partie, mais je peux m'assurer que les gens sachent ce qu'elle a créé. Cela me semble plus important que de maximiser le profit. L'article parut le dimanche suivant, en première page des pages magazines, avec des photographies de l'œuvre de Monique et une photo de Stéphane debout dans le bâtiment. Le titre disait « La maîtresse cachée, comment un héritage de 20 € a révélé une artisane oubliée ». Le téléphone de Stéphane sonna constamment après ça. Des chaînes de télévision voulant des interviews, des magazines d'art demandant des reportages, des collectionneurs demandant si des pièces pourraient encore être disponibles à la vente privée. Léo appela, excité. Papa, tout le monde à la fac parle de l'article. Mon professeur l'a montré en cours. Elle a dit que ce que tu fais, privilégier la reconnaissance historique au profit, est exactement le genre de gestion dont le monde de l'art a besoin. Stéphane sentit la fierté gonfler dans sa poitrine, non seulement pour ce qu'il faisait, mais pour le respect évident de son fils à son égard. L'exposition ouvre dans 4 mois, dit Stéphane. Je veux que tu sois là. Toi et Chloé. On ne manquerait ça pour rien au monde. Après avoir raccroché, Stéphane s'assit dans son appartement, le même petit espace où il vivait depuis 3 ans, bien qu'il puisse maintenant se permettre mieux, et réalisa à quel point les choses avaient changé. Pas seulement sa situation, mais lui-même. Il avait passé 6 ans à simplement survivre. Maintenant, il vivait avec un but. Monique lui avait donné plus que de l'argent. Elle lui avait donné une raison de croire que le travail invisible, le dévouement patient, pouvait finalement être vu et valorisé. L'exposition ouvrit par une fraîche soirée d'octobre. Stéphane se tenait dans la galerie principale du musée, portant un costume que Léo l'avait aidé à choisir. C'était le premier costume qu'il possédait en 20 ans, et il n'arrêtait pas de tirer sur son col. « Arrête de gigoter, dit Léo, apparaissant à son coude avec Chloé. Tu es très bien. Chloé sourit chaleureusement. Vous avez l'air distingué, monsieur Cala. Appelez-moi Stéphane, s'il vous plaît. La galerie se remplissait déjà de monde. Historiens de l'art, collectionneurs, journalistes, professeurs d'université, politiciens locaux. Stéphane reconnut le docteur Dubois de l'autre côté de la pièce, parlant avec animation à un groupe d'universitaires. Pierre Duval, de la boutique d'antiquités, lui fit un signe de la main près de l'entrée. Même Jean-Pierre et Sandrine étaient venus, tous deux l'air un peu mal à l'aise en tenue de soirée. Mais Stéphane ne remarqua presque personne. Son attention était fixée sur les murs. L'œuvre de Monique remplissait l'espace. Chaque pièce était montée avec un éclairage de qualité musée qui faisait briller le métal. Des supports décoratifs, des luminaires, des panneaux architecturaux, tous disposés pour montrer la progression de son talent, le développement de son style distinctif. La pièce maîtresse de l'exposition était suspendue au milieu de la pièce. C'était la plus grande œuvre de Monique, un panneau décoratif de près de 2 mètres de haut qu'il avait fallu 3 heures à Stéphane et à l'équipe du docteur Dubois pour transporter en toute sécurité. Du métal forgé à la main formait une scène complexe d'arbres et d'oiseaux, des motifs abstraits s'écoulant à travers des formes naturelles. La lumière jouait sur la surface, créant profondeur et mouvement.
En dessous, une plaque indiquait « Monique Cala, panneau forestier, 1986, acier et fer forgé à la main, de la collection de Stéphane Cala ». Stéphane se tenait devant, submergé. C'était ce que Monique avait créé. C'était ce que le monde n'avait jamais vu. C'est extraordinaire. Une femme plus âgée apparut à ses côtés. Elle avait peut-être 70 ans, était élégamment vêtue, avec des yeux vifs. « Je suis Monique Pinson. J'ai été la voisine de Monique dans la Creuse pendant 15 ans. » Stéphane se tourna vers elle. « Vous l'avez connue ? » Pas bien. Monique était plutôt solitaire. Mais elle était gentille. Elle donnait des cours d'art aux enfants du quartier, leur apprenant parfois la ferronnerie et le design. Ma petite fille était l'une de ses élèves. Les yeux de Monique Pinson brillaient de souvenirs. Monique ne parlait jamais de son propre travail, cependant. Je n'avais aucune idée qu'elle avait créé tout ça. Semblait-elle seule ? Solitaire, peut-être, mais pas malheureuse. Elle semblait contente dans son travail, dans la création elle-même. Mais je me souviens qu'une fois, elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, le travail compte, même si personne ne le voit. Mais ce serait bien que quelqu'un le voie. Stéphane sentit sa gorge se serrer. J'aurais aimé la connaître. Je pense qu'elle vous aurait apprécié. Vous lui donnez ce qu'elle voulait le plus, être vue. Une autre voix appela son nom. Philippe Leclerc, un homme de 80 ans qui marchait avec une canne, s'approcha lentement. Le docteur. Dubois l'avait retrouvé grâce à ses recherches. Il avait été un autre apprenti de Klaus Richter, formé aux côtés de Monique dans les années 1970. Monsieur Cala. La poignée de main de Philippe était ferme malgré son âge. Merci de faire ça. Monique était la meilleure d'entre nous tous qui avons étudié sous Richter. Meilleure que moi, certainement. Je me suis toujours demandé ce qu'il était advenu de son travail. Vous avez travaillé avec elle pendant 2 ans ? Oui. Elle était brillante. Richter disait qu'elle avait le meilleur œil pour le design qu'il ait jamais vu. Mais elle a eu du mal à se faire reconnaître après la fin de son apprentissage. L'industrie n'était pas tendre avec les femmes, surtout dans l'artisanat. J'obtenais des commandes facilement. Monique devait se battre pour chacune. L'expression de Philippe était triste. J'ai perdu contact avec elle dans les années 80. J'ai toujours eu l'intention de reprendre contact, mais la vie est devenue chargée. Je le regrette maintenant. Stéphane guida Philippe à travers l'exposition, écoutant le vieil artisan souligner des détails de la technique de Monique, et expliquer ce qui rendait chaque pièce exceptionnelle. D'autres invités se rassemblèrent, écoutant les commentaires de Philippe. Cette volute, ici, dit Philippe, en indiquant un support décoratif. C'est la méthode pure de Richter. Voyez comment le métal s'écoule sans aucune transition brusque ? Cela prend des années à maîtriser. Monique l'avait perfectionné. Au fil de la soirée, Stéphane se retrouva entraîné dans conversation après conversation. Les gens voulaient en savoir plus sur la découverte, sur Monique, sur sa décision de monter une exposition plutôt que de vendre immédiatement. Léo resta à ses côtés, lui apportant un soutien discret. À un moment donné, il prit Stéphane à part et désigna un panneau mural montrant des photographies architecturales, des bâtiments où les designs de Monique avaient été mis en œuvre mais non crédités. Le docteur Dubois m'a parlé de ça. De la façon dont le travail de Monique a été utilisé mais son nom a été omis. C'était une pratique courante, dit Stéphane. Des entreprises achetaient ces designs à bas prix, les mettaient en œuvre, et s'attribuaient le mérite. Ce n'est pas juste. Non, mais nous y remédions maintenant. La Société historique met à jour toutes les archives. D'ici 6 mois, chaque bâtiment qui utilise les designs de Monique aura des plaques d'attribution appropriées. Léo étudia les photographies. Papa, je peux te dire quelque chose ? Quand j'ai décidé d'étudier l'architecture, c'était en partie en voyant ce que tu as fait ici, en choisissant d'honorer le travail de quelqu'un plutôt que de faire de l'argent. Ça a signifié quelque chose pour moi. Stéphane sentit l'émotion monter. Ta mère serait si fière de toi. Je suis fier de toi. Ils se tinrent ensemble, père et fils, devant l'œuvre de Monique. Le docteur Dubois s'approcha du micro installé pour les discours. La foule se tut.
Merci à tous d'être venus ce soir, commença TL. Nous sommes ici pour célébrer la redécouverte d'une artiste exceptionnelle dont l'œuvre est restée cachée pendant des décennies. Monique Cala était une maîtresse artisane, formée par l'un des plus grands ferronniers d'art du XXe siècle. Ses pièces démontrent une excellence technique et une vision artistique qui méritent d'être reconnues aux côtés de n'importe lequel de ses contemporains. Elle parla pendant 10 minutes, détaillant la formation de Monique, sa lutte pour la reconnaissance, l'importance historique de la collection. Puis elle invita Stéphane à dire quelques mots. Les mains de Stéphane tremblaient alors qu'il s'approchait du micro. Il regarda la foule, facilement 200 personnes, toutes là à cause de Monique. « Je n'ai jamais rencontré ma grand-tante, dit-il, sa voix plus stable qu'il ne l'avait prévu. Mais j'ai l'impression de la connaître à travers son travail. Elle a passé des décennies à créer de belles choses que presque personne n'a vues. Elle est morte en pensant que son travail n'avait pas d'importance. Mais elle avait tort. Il comptait alors, et il compte maintenant. Je suis simplement reconnaissant d'avoir eu la chance de m'assurer que le monde sache que Monique Cala était là, a travaillé ici, a créé ici. Merci à tous de m'avoir aidé à le faire. » Les applaudissements furent sincères et prolongés. Après les discours, Stéphane se tint de nouveau devant le panneau central. Léo et Chloé le rejoignirent, et ils se tinrent ensemble en silence, regardant le chef-d'œuvre de Monique. « Elle serait heureuse ce soir, dit doucement Léo. Stéphane pensa à la lettre de Monique, à son espoir de reconnaissance, à son plaidoyer pour ne pas être oublié. « Oui, acquiesça Théil. Je pense qu'elle le serait. » 3 mois après l'ouverture de l'exposition, Stéphane était assis à une petite table à dessin dans son nouvel appartement. Il était plus grand que l'ancien studio, avec 2 chambres et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. Une chambre était la sienne, l'autre était devenue un espace de travail où il gardait les photographies de Monique, son journal, et sa propre collection grandissante de croquis. Il s'était inscrit à l'université, suivant des cours d'introduction à l'histoire de l'architecture et aux fondements du design. À 53 ans, il était l'étudiant le plus âgé de la plupart de ses cours. Mais il s'en fichait. Pour la première fois depuis des décennies, il apprenait quelque chose simplement parce que cela l'intéressait, pas parce que cela payait les factures. Les factures n'étaient plus un souci. Le réseau des musées nationaux avait finalisé l'achat de 20 pièces, et Stéphane en avait vendu 30 autres par le biais de ventes privées soigneusement sélectionnées à des collectionneurs qui appréciaient le travail de Monique. Les pièces restantes étaient en entrepôt, attendant la poursuite de la tournée de l'exposition dans 3 autres villes. Son avocat avait mis en place des comptes, fait des investissements, assurant la sécurité financière de Stéphane pour le reste de sa vie. Mais l'argent, Stéphane l'avait découvert, n'était pas la partie importante. Son téléphone sonna. Léo, appelant pendant sa pause déjeuner entre les cours d'architecture. « Salut papa. Question rapide sur les structures porteuses. Tu as vu ça dans ton cours d'histoire, non ?» Ils parlèrent pendant 20 minutes, Stéphane sortant son manuel pour vérifier des détails, Léo expliquant son projet actuel. L'aisance entre eux était encore assez nouvelle pour être précieuse. Ils se parlaient presque quotidiennement maintenant. Pas de choses importantes en général, juste les petits détails de la vie qui créent des liens. « Chloé et moi voulons t'inviter à dîner ce week-end, » dit Léo avant de raccrocher. « Rien de spécial, juste nous 3. J'aimerais beaucoup. » Après l'appel, Stéphane retourna à son croquis. Il travaillait sur un problème de design pour un cours, une rénovation théorique d'un bâtiment historique, intégrant des éléments modernes tout en respectant l'architecture originale. C'était un défi qui faisait travailler son cerveau différemment de ce qu'il avait connu depuis des années. La sonnette retentit. Stéphane ouvrit et trouva Sandrine dans le couloir, tenant un plat couvert. « Je me suis dit que tu ne devais pas beaucoup cuisiner, avec toutes tes études, » dit-elle en entrant dans l'appartement. « Je t'ai fait un gratin dauphinois. »« Sandrine, tu n'aurais pas dû. »« Je sais que je n'aurais pas dû. »« Je le voulais. » Elle posa le plat dans le réfrigérateur, puis se tourna pour inspecter son espace de travail. « Regarde-toi, de retour à l'école. » Je n'aurais jamais pensé voir le jour où Stéphane Cala ne se tuerait pas à la tâche. Je n'aurais jamais pensé le voir non plus. Elle prit un de ses croquis, l'étudia d'un œil critique. « C'est bien. Tu as le coup de main. J'apprends, lentement. C'est la seule façon d'apprendre qui vaille la peine. » Sandrine reposa le croquis et le regarda directement. «
Tu as l'air heureux, Stéphane. Vraiment heureux, pas seulement en train de t'en sortir. Je le suis. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de faire quelque chose qui a du sens. Pas seulement survivre, mais vraiment vivre. Sandrine hocha la tête, satisfaite. Bien. Tu méritais une pause. Toutes ces années à travailler 3 emplois, à peine la tête hors de l'eau. Je suis contente que quelque chose ait enfin tourné en ta faveur. Après son départ, Stéphane se dirigea vers la photographie encadrée sur son bureau. Monique dans son atelier, la fierté et la détermination sur son visage. À côté, un autre cadre. Stéphane, Léo et Chloé à l'ouverture de l'exposition, tous les 3 souriants. Son ordinateur portable signala un email. Le docteur Dubois, avec une mise à jour sur la tournée de l'exposition. La fréquentation avait dépassé les prévisions sur chaque site. 3 articles universitaires sur le travail de Monique étaient en cours de rédaction. La Société historique de France avait installé de nouvelles plaques d'attribution dans 4 bâtiments présentant ses designs, et d'autres allaient suivre. Monique Cala n'est plus une note de bas de page, écrivait le docteur Dubois. Elle est reconnue comme une figure importante de l'artisanat français de la fin du XXe siècle. Votre décision de privilégier son héritage au profit immédiat a rendu cela possible. Stéphane lut l'email 2 fois, sentant la satisfaction l'envahir. Cet après-midi-là, il se rendit au relais de Marie. Certaines habitudes valaient la peine d'être conservées. Marie lui apporta un café sans demander, puis s'assit en face de lui dans la banquette. Pierre m'a dit que l'exposition marchait très bien, dit-elle. Il est allé la voir la semaine dernière, il est revenu en parlant de Monique comme si c'était Rodin. Stéphane sourit. Elle était exceptionnelle. Les gens s'en rendent enfin compte. Et tu t'en sors avec tous ces changements? Mieux que bien. C'est différent, mais c'est bien. Différent. Marie hocha la tête. Tu sais ce que j'ai remarqué? Tu souris maintenant. Tu ne souriais pas beaucoup avant, Stéphane. Tu avais toujours l'air fatigué, inquiet. Maintenant, tu as l'air de quelqu'un qui a des choses à attendre. Elle avait raison. Stéphane avait des choses à attendre maintenant. Le mariage de Léo au printemps, son prochain semestre de cours, la continuation de la tournée de l'exposition de Monique. Des choses simples, mais qui s'additionnaient pour former une vie qui semblait pleine au lieu d'être vide. Ce soir-là, Stéphane sortit le journal en cuir qu'il avait commencé à tenir. Il était inspiré des journaux de Monique, de sa documentation minutieuse de son travail et de ses pensées. Ses propres entrées étaient moins polies, mais honnêtes. Il ouvrit une page blanche et commença à écrire. Il y a 6 mois, je travaillais 3 emplois et j'avais à peine de quoi payer mon loyer. Je n'avais pas parlé à mon fils depuis 2 ans. Je me réveillais fatigué et je me couchais épuisé. Et ce cycle semblait être tout ce que je pouvais attendre de la vie. Puis une lettre est arrivée pour un héritage de 20 € et tout a changé. Pas à cause de l'argent, bien que cela en fasse partie, mais parce que j'ai trouvé Monique, où elle m'a trouvé. Son travail, son histoire, sa détermination à créer de belles choses même quand personne ne les appréciait. Cela m'a appris quelque chose. La valeur n'est pas toujours reconnue immédiatement. Le travail que nous faisons, l'effort que nous y mettons, le soin que nous prenons, cela compte même lorsque c'est invisible. Parfois, il faut des années, des décennies pour que cette valeur soit vue. Mais cela ne signifie pas qu'elle n'était pas là depuis le début. J'ai passé 6 ans à penser que ma vie ne consistait qu'à survivre, à penser que travailler dur et s'en sortir était tout ce que je méritais. Monique m'a appris autre chose. Elle m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour la reconnaissance, jamais trop tard pour le changement, jamais trop tard pour choisir le sens plutôt que la simple existence. Léo commence ses études d'architecture en janvier. Je commencerai mon 2e semestre. Nous construisons tous les deux quelque chose maintenant, créant quelque chose qui a de l'importance. Cela semble juste. Cela semble honorer non seulement l'héritage de Monique, mais la possibilité qu'elle m'a montrée, que la vie peut vous surprendre, même quand vous avez cessé de l'attendre. Stéphane posa son stylo et regarda la photographie de Monique. Dans la lumière déclinante de l'après-midi, elle semblait presque sourire. « Merci », dit-il doucement à la pièce vide. « Pour le cadeau, pour la leçon,
pour m'avoir rappelé que 20 € peuvent tout changer si on est prêt à voir ce que cela signifie vraiment. Dehors, par sa fenêtre, le soleil se couchait sur la ville. Stéphane regarda la lumière s'estomper, se sentant non pas épuisé, mais paisible. Demain, il avait cours. Ce week-end, dîner avec son fils. Le mois prochain, une autre étape de la tournée de l'exposition de Monique. Son téléphone vibra. Un SMS de Léo. « Je t'aime, papa. » Stéphane répondit. « Je t'aime aussi. » Il ferma son journal et se leva, étirant des muscles qui ne lui faisaient plus mal d'épuisement. Ses bottes de travail étaient maintenant rangées au placard, remplacées par des chaussures confortables pour marcher à la fac. Son thermos de café soluble bon marché avait été remplacé par une cafetière à piston et de bons grains de café qu'il pouvait enfin se permettre. Mais les changements qui comptaient le plus n'étaient pas ceux que l'on pouvait voir ou toucher. Ils étaient dans la façon dont il se réveillait chaque matin avec un but au lieu de l'angoisse, dans la relation reconstruite avec son fils, dans la connaissance qu'il avait honoré une artiste oubliée et lui avait donné la reconnaissance qu'elle méritait. Stéphane Cala avait hérité de 20 € et d'un bâtiment en ruine. Ce dont il avait vraiment hérité, c'était d'une seconde chance de vivre au lieu de simplement survivre. De choisir le sens au lieu de la simple nécessité, de comprendre que certains cadeaux mettent toute une vie à arriver, mais changent tout quand ils le font. Dans le calme de son appartement, entouré de croquis, de livres et de photographies de l'œuvre de Monique, Stéphane comprit enfin ce que sa grand-tante avait su depuis le début. La valeur de ce que nous créons, de ce que nous construisons, de ce que nous laissons derrière nous, ne se mesure jamais en argent seulement.